Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360, largement consacrée aujourd'hui aux résultats des élections européennes. Voici les titres. La recomposition politique entamée en 2017 se confirme. Le duel s'installe entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour la présidente du parti, il faut désormais travailler sur les alliances avec les autres populistes européens. On fera le point avec Tam Tranui, qui est au siège du parti à Nanterre. Les Verts créent la surprise. Ils ont placé la liste Jadot en 3e position. Alors, comment Emmanuel Macron va-t-il en tirer les conséquences? Eh bien, on posera la question aux invités de Saveria Rojek. Elle posera la question aux sénateurs en direct de la salle de conférence. En revanche, l'effet Bellamy n'a pas eu lieu. Un bureau politique se réunit ce soir sans Gérard Larcher et Bruno Retailleau. On retrouvera Jean Brabier en direct de la rue de Vaugirard. Le projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame arrive au Sénat. Le texte est critiqué comme une loi d'exception, rédigée dans la précipitation. La Haute Assemblée a donc modifié la version issue de l'Assemblée nationale. Les explications de Quentin Calmet en direct de l'hémicycle dans cette édition. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. C'est donc la liste du Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui arrive en tête de ces élections. Il obtient 23,31% des voix contre 22,41% pour la liste Renaissance de Nathalie Loiseau, candidate La République En Marche. Moins d'1 point sépare les deux formations et les résultats définitifs viennent conforter la poussée surprise des écologistes. Vous le voyez, la liste de Yannick Jadot obtient quant à elle 13,47%. Pour les LR, c'est la douche froide. François-Xavier Bellamy est à la peine avec 8,48% des voix. Viennent ensuite la France Insoumise. Manon Aubry plafonne à 6,31%. La liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann dépasse la barre des 5% pour finir à 6,19%. Le pari est donc gagné pour le Rassemblement national, arrivé devant La République En Marche. Marine Le Pen, qui avait fait de ce scrutin un référendum contre les chefs de l'État, a donc remporté une première victoire. Retour sur la soirée avec Jonathan Dupriez. 20h, les militants exultent. Pari gagné pour le Rassemblement national. Avec Jordan Bardella, 23 ans, le parti d'extrême droite arrive en tête du scrutin européen devant La République En Marche. Ça acte le fait qu'il y a aujourd'hui deux grands blocs qui structurent la vie politique française. Un bloc emmené par Emmanuel Macron, qui a réuni le pire de la droite et le pire de la gauche, et un bloc que nous conduisons, qui a vocation à rassembler tous les amoureux de la France. Pour Marine Le Pen, battue à l'élection présidentielle, c'est une victoire au goût de revanche. Compte tenu du désaveu démocratique que le pouvoir subit ce soir, il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences. Il n'a d'autre choix, selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée nationale en faisant le choix d'un mode de scrutin plus démocratique et enfin représentatif de l'opinion réelle du pays. Mais à mesure des dépouillements, l'écart avec La République En Marche se resserre. L'état-major du RN tablait sur 2 à 3 points d'avance. Le RN ne devance finalement En Marche que d'une courte tête. Mais même un point d'écart, s'il est battu, voilà. Bon, maintenant, après, les turiféraires de La République En Marche diront que l'écart n'est pas très grand. Bon, chacun dira ce qu'il voudra, c'est bien en démocratie, mais la réalité est qu'il est battu. Le RN devient ainsi le premier parti de France au Parlement européen. Mais le plus dur reste à venir, constituer un groupe avec les autres formations nationalistes et eurosceptiques. Et justement, on va prendre la direction de Nanterre où le Rassemblement national est réuni en bureau et on retrouve Tam Tranui. Justement, il y a comme objectif pour le parti de Marine Le Pen d'affiner cet après-midi la stratégie du parti pour les mois à venir, tant sur le plan national qu'au niveau européen. Effectivement, Delphine, ils sont réunis ici depuis le début de l'après-midi. Les cadres du Rassemblement national, je veux parler de Steve Briouat, David Rachlin, Julien Sanchez, Louis Alliot ou encore Gilbert Collard autour de Marine Le Pen. Alors Gilbert Collard est sorti il y a à l'instant. Il nous a confirmé que tous ensemble ils s'étaient félicités et puis aussi qu'ils s'étaient effectivement projetés vers l'avenir. L'avenir, ce sont les municipales, les régionales, les départementales. Le Rassemblement national se voit déjà bien placé pour les prochaines élections locales. Écoutez, Steve Briouat et Julien Sanchez, tous deux sont maires et ils veulent capitaliser sur le succès des européennes pour gagner de nouveaux fiefs au niveau national. Écoutez. Dès qu'une campagne finit, une autre commence et aujourd'hui, on ne peut pas se suffire d'emporter quelques mairies. C'est vraiment, il faut vraiment
pouvoir organiser notre appareil pour qu'on soit la force alternative à Macron. Donc tout commence aujourd'hui, les municipales, les départementales et les autres échéances bien plus importantes. Il faut que nous montrions de quoi nous sommes capables, que nous gagnions des départements, des régions. C'est possible demain, puisque aujourd'hui le Parti Socialiste dirige des régions et on a vu qu'il a fait 5% hier. Donc voilà, je crois que nous avons des régions aujourd'hui dirigées par les socialistes, que nous pouvons gagner et nous allons tout faire pour. Si les cadres du Rassemblement national envisagent déjà ces élections et se projettent même vers l'échéance présidentielle de 2022, l'heure aujourd'hui est à un futur beaucoup plus proche. Les négociations avec les autres partis eurosceptiques, populistes, nationalistes au niveau européen. Rappelons que ces élections européennes ont enregistré une poussée de l'extrême droite, peut-être un petit peu moins importante que ce qui était prévu initialement, mais tout de même une poussée. Mais les divisions, elles restent claires en 3 groupes au sein du Parlement européen. On est loin d'une coalition homogène dans ce nouvel hémicycle. Sur ce point d'ailleurs, Marine Le Pen est en cours de négociation. Elle devrait s'exprimer dans les prochains jours, peut-être même demain. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. Crise ouverte chez les Républicains au lendemain de ces élections européennes. Ils n'ont pas réussi à stopper l'hémorragie de leurs électeurs vers la majorité présidentielle. La candidature de François-Xavier Bellamy n'a pas eu l'effet escompté. Jonathan Dupriez. Au QG des Républicains, c'est la consternation. Malgré une campagne jugée dynamique par les observateurs, le parti emmené par François-Xavier Bellamy s'est effondré, avec à peine plus de 8,5% des suffrages. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine d'arrière-pensée. Ce qui n'a abouti qu'à une seule chose, faire progresser les extrêmes. Il a une lourde responsabilité. Il n'a pas été un rempart contre le Rassemblement national, il a été ce soir l'artisan de leur progression. Au lendemain de l'élection, les Républicains sont abasourdis. Le parti a été pris en étau entre le Rassemblement national et la République en marche. Pour le président du Sénat, il faut désormais rassembler toute la diversité de la droite. Avec un peu plus de 8% des suffrages exprimés, disons la vérité, c'est un échec pour notre liste. Ce résultat nous impose une remise en question profonde. Notre mouvement devra repenser sa ligne politique. Mais pour d'autres ténors, Laurent Wauquiez doit porter la responsabilité du naufrage. Il doit démissionner. Si j'étais à sa place et vu la situation, sans doute je le ferais. Mais le sujet n'est pas une question personnelle. Le sujet, c'est celui de la ligne politique de la droite et c'est aussi la question de sa stratégie politique. Je pense qu'il faut qu'on change de stratégie. Le bureau politique des Républicains se réunira ce soir rue de Vaugirard pour tenter de faire l'analyse de cette déroute historique. Voilà, et on continue les réactions avec vous, Saveria Rojek, en direct de la salle des conférences avec le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Carucci. Si vous devez partir. Bonjour Roger Carucci, merci d'être avec nous. On vient de l'entendre il y a tout à l'heure à 18h, un bureau politique des Républicains. Gérard Larcher, le président du Sénat, a annoncé qu'il ne s'y rendrait pas. On ne sait pas ce qu'il en est de Bruno Retailleau, autre figure de la droite républicaine. Vous-même, y allez-vous? Et puis surtout, comment faut-il interpréter le fait que des figures comme ça de la droite républicaine ne se rendent pas au bureau politique? Est-ce que c'est le début d'une fronde? Vous me disiez à l'instant qu'on n'est pas sûr que Valérie Pécresse non plus y aille. Je ne sais pas si c'est une fronde, mais c'est vrai qu'un bureau politique convoqué le lundi matin pour le lundi après-midi, ça ne laisse pas le temps de la réflexion, de l'analyse, des contacts nécessaires pour un bureau politique un peu productif. Il ne faut pas que le bureau politique soit convoqué dans une telle urgence qu'en réalité les élus n'aient pas le temps d'analyser, de se contacter, de discuter tout simplement. Comment faut-il interpréter le fait que Gérard Larcher n'aille pas à ce bureau politique ? C'est à lui qu'il faut poser la question. Je crois savoir que Gérard Larcher souhaitait que le bureau politique soit à date prévue et non pas aujourd'hui, et que dans la mesure où le bureau politique a été convoqué en urgence, il ne s'y rendrait pas. Roger Carucci, 8,4%, c'est le pire score dans l'histoire de la droite républicaine. Heureusement que c'est le pire. Si on y était habitué, ça se saurait. Valérie Pécresse expliquait ce matin qu'à la place, et puis on l'a entendu, qu'à la place de Laurent Wauquiez, elle démissionnerait. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Laurent Wauquiez doit démissionner? Sincèrement, je pense que le premier élément, avant les questions de personne, c'est de dire, est-ce que l'actuel logiciel des Républicains est le bon? Est-ce que le positionnement strictement identitaire, très, très dur sur tous les sujets, y compris sociétaux, est-ce que c'est le bon positionnement? J'affirme que non. J'affirme qu'il faut de l'autorité de l'État sur tous les problèmes régaliens, sécurité, immigration, défense, ordre public,
mais en même temps beaucoup de liberté sur tout ce qui est économie, entreprise et aussi vision sociétale. Aujourd'hui, on veut être dur sur tout. Et le résultat, c'est que les électeurs, notamment les jeunes, ne nous suivent plus. Roger Karoutchi, pour en revenir aux questions de leadership, avec 12,8% en 99, Nicolas Sarkozy avait lui quitté la tête du RPR. Il était président par intérim. Il l'a fait car il assumait la responsabilité de ce mauvais résultat. Je vous repose la question, est-ce que Laurent Wauquiez doit quitter la tête des Républicains ? Je ne répondrai pas comme ça, vous ne serez pas déçus. Je ne répondrai pas à cette question, c'est lui qui doit le décider. Il n'y a pas de moyen d'ailleurs statutaire, réglementaire, de dire à Laurent Wauquiez, il faut que tu partes. C'est lui qui doit, en conscience, se dire est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce qu'il faut une direction collégiale, est-ce qu'il faut un congrès, est-ce qu'il faut un nouveau président. Mais le problème premier, c'est oui ou non, est-ce que les Républicains feront leur aggiornamento et est-ce que oui ou non, on se met tous autour d'une table pour dire voilà ce que les gens n'acceptent plus, voilà ce que les gens ne veulent pas, voilà ce que l'on peut proposer pour recomposer une droite sarkozyste, gaulliste, qui peut espérer à nouveau 25%. Merci beaucoup Roger Karoutchi, merci pour cette réaction. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction en direct. Et vous en parlez justement avec Roger Karoutchi. Il y aura donc un bureau politique des Républicains ce soir. On va justement prendre la direction de la rue de Vaugirard où Jérôme Rabier nous attend. Quels sont les enjeux justement de cette réunion des LR ce soir ? Delphine, déjà cette réunion du bureau politique des Républicains, elle s'annonce très houleuse. Vous l'avez entendu à votre micro, tout le monde est sonné par le score historiquement bas des Républicains, 8,5% des suffrages seulement pour la liste menée par François-Xavier Bellamy. De quoi va-t-il être question lors de cette réunion ? On en a parlé de la ligne politique, puisque François-Xavier Bellamy a mené une campagne plutôt conservatrice, notamment sur les sujets de société, l'avortement, la PMA, la fin de vie. Eh bien, de nombreuses voix dans le parti s'élèvent pour réclamer tout simplement une ligne un peu plus ouverte aux différentes sensibilités de la droite. C'est notamment ce que réclame Gérard Larcher, qui a cependant fait savoir qu'il ne serait pas présent à cette réunion. Mais il va aussi être question, et vous en avez également parlé avec vos invités, du leadership du parti actuellement dirigé par Laurent Wauquiez. C'est lui qui a imposé François-Xavier Bellamy comme tête de liste. C'est lui qui a fait campagne sur une ligne dure en matière d'immigration notamment. Il devra donc en répondre personnellement devant ce bureau politique. Et certains n'ont pas attendu la réunion pour sortir les couteaux qui étaient jusque-là rangés. Valérie Pécresse notamment a déclaré qu'à la place de Laurent Wauquiez, elle aurait démissionné, une manière de mettre la pression sur lui. Les explications promettent donc d'être franches et animées sans qu'on sache pour l'instant si des décisions seront prises à la sortie. Merci beaucoup Jérôme. Et on va donc continuer d'analyser ces élections européennes. Que faut-il en retenir ? Quelles conséquences la bipolarisation du paysage politique entre le Rassemblement national et la République en marche peut-elle avoir sur les autres formations politiques ? C'est le thème du premier débat de Sénat 360. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sophie Primas. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes la présidente de la Commission des affaires économiques ici au Sénat, sénatrice LR des Yvelines. Michel Rivasi est également avec nous. Bonsoir, vous êtes députée européenne. Vous venez d'être réélue hier soir. Vous étiez le numéro 2 de la liste emmenée par Yannick Jadot. Martin Lévrier est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur En Marche des Yvelines, membre de la Commission des affaires sociales. Éric Coquerel, bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bienvenue à vous. Et puis Thibaut de la Tocquenay, vous êtes conseiller régional Rassemblement national, conseiller régional PACA, membre du bureau politique du Rassemblement national. On voit aujourd'hui qu'un duel s'installe finalement justement entre votre parti, le Rassemblement national, et la République en marche. Comment expliquez-vous le score du Rassemblement national ? Il est un petit peu inférieur aux attentes ? Il est toujours inférieur aux attentes, mais enfin, on ne va quand même pas bouder même une victoire sans faire de triomphalisme de mauvais aloi. C'est une victoire par rapport même au présidentiel, où on a un score en pourcentage un peu supérieur au présidentiel, et en nombre de voix, pas en pourcentage, mais en nombre de voix, on est supérieur au nombre de voix de 2014 des dernières européennes. Bon. Et puis surtout, je dirais l'enseignement, mais il faut essayer de l'expliquer avec des arguments qui peuvent être convaincants. Il y a évidemment une recomposition du paysage politique français. Alors, je pense que le clivage droite-gauche existe toujours, ça pourra rassurer certains, mais honnêtement, il est évidemment supplanté en partie par ce clivage souverainisme.
je dirais mondialiste, mais je ne veux pas être péjoratif par rapport au mondialisme. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le score de LR, il y a une ligne de fracture qui passe encore à l'intérieur de LR. Donc s'il s'acharne à ne pas vouloir comprendre que le souverainisme est une chose à prendre en compte aujourd'hui, soit on se positionne contre d'une manière éventuellement intelligente, ou pour, avec sa sensibilité propre, on n'a pas compris l'avenir de la politique française. Il est évident, et moi je considère, je ne vais pas dire l'inverse, je viens de sortir un ouvrage qui s'appelle « Le choix souverainiste », qui n'a aucune haine par rapport à l'Europe, mais j'explique qu'il faut quand même la réformer en profondeur. Nous sommes aujourd'hui devenus, je dirais, le navire amiral du souverainisme en France. Sophie Primac, comment réagissez-vous au propos de Thibault de La Tocquenée, justement ? Je crois que la journée qu'on a passée hier est un énorme coup de poing à la figure ou coup de poing dans le foie, comme on peut dire, comme on le souhaite. C'est très compliqué. On s'attendait à un score qui était en dessous l'étiage habituel, mais à ce niveau-là, certainement pas. Moi, je fais partie, comme Roger Carucci, des parlementaires qui pensent qu'il faut prendre le temps de se relever, de respirer, de réfléchir à comment on fait de la politique, quelle est notre ligne politique. Et donc, je remercie monsieur pour ses conseils en termes de positionnement politique. Moi, je fais partie des gens qui sont à la fois très européens, mais à la fois dans la volonté de changer cette Europe, notamment pour préserver les intérêts français, pour permettre que les décisions souveraines qui concernent la France soient prises, mais dans un élan qui est un élan européen, car nous ne faisons pas d'illusions sur le poids de la France dans le monde. Je crois que le message que nous avions à passer n'est pas passé, tout simplement parce que, on était, je suis... j'allais dire symboliquement entourée de La République En Marche et du Rassemblement National. Et je pense que notre voix n'a pas été entendue parce qu'elle n'était pas suffisamment large. Le spectre n'était pas suffisamment large. Martin Lévrier, Emmanuel Macron qui se posait en rempart contre le Rassemblement National. Cet appel, finalement, n'a pas été entendu, écouté par les électeurs hier ? Qu'est-ce qu'un rempart ? Quand un parti fait 24% des voix, il n'a pas la majorité. Donc le rempart n'est pas là. Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, a été très clair. Et c'est un des seuls qui a parlé d'une Europe positive. Donc il était inconcevable qu'il ne se positionne pas de la même façon sur cette campagne électorale et que donc il se prononce pour une Europe telle qu'on l'imagine dans notre mouvement et telle que l'imagine Emmanuel Macron, sur une Europe différente de ce que vous dites, c'est-à-dire une Europe où l'entraide est plus forte que le chacun pour soi ou le tous contre tous. On ne peut pas être français et aller en Europe en disant je vais essayer de récupérer mes petites affaires malgré les autres. L'Europe, c'est une union, elle porte son nom, l'union, c'est l'entraide, c'est travailler ensemble pour faire mieux, et mieux pour tout le monde. Et c'est à cette Europe-là qu'on croit. On a développé ce discours. On a un résultat, bien sûr, on n'est pas les premiers, donc on est loin d'être fou de joie, mais on a un résultat qui est très positif, qui nous ancre définitivement maintenant dans le champ politique. Nous n'existions pas il y a 2 ans, ne l'oublions pas. On nous ancre clairement dans le schéma politique, dans une démarche positive et constructive que je retrouve dans les voix aussi chez ELLV, qui elle aussi avait une démarche positive de l'Europe, donc 2 regards positifs de l'Europe, qui me paraissent beaucoup plus importants que les débats franco-français que nous pouvons avoir aujourd'hui. Éric Coquerel, c'est une déception pour la France insoumise qui espérait prendre justement le leadership à gauche ? Ce n'était pas l'objectif, mais oui, c'est une déception. Voilà. Nous, on souhaitait renouer avec le résultat des législatives, qui nous semblait être le cap qu'on pouvait atteindre. On ne l'a pas fait, donc je ne vais pas faire de langue de bois. Bon. Maintenant, il y a, à mon avis, 2 choses qu'il faut retenir de cette élection, en dehors de notre... Je vais revenir sur cette situation. C'est que Emmanuel Macron est devant une crise politique absolument terrible. Je regrette pour ma part, mais il y a contribué que ça soit prioritairement incarné par le Rassemblement National, et j'allais dire par une issue nationaliste, xénophobe, d'extrême droite, par rapport au libéralisme qu'incarne Emmanuel Macron. Je ne crois pas du tout à l'idée de quelqu'un qui applique une politique qui est de casser la protection sociale, de casser les services publics, de faire des politiques d'austérité en répondant aux directives européennes. Je ne crois pas du tout que cette personne, tout d'un coup, avec une espèce de schizophrénie politique, changerait en Europe. Je crois que vous allez faire la même politique que vous avez fait et qui a permis notamment à monsieur et ses amis du Rassemblement national de prospérer. Bon, maintenant, nous, il faut que nous regardions ce qui s'est passé. Je crois qu'on avait on a une élection européenne qui est très complexe pour nous et traditionnellement pour notre espace politique, parce que notre électorat populaire est un électorat qui est très critique, de manière légitime par rapport à cette Europe-là, et qui du coup
ne se déplace que quand il le sent nécessaire. Là, il ne s'est pas déplacé. Et d'un autre côté, une autre partie de notre électorat qui était venue voter Jean-Luc Mélenchon sur les questions absolument essentielles du climat, de l'écologie, eh bien cette fois-ci, c'est déporté vers Europe Écologie. Voilà. Bon, Michel donc, Rivasi, vous avez profité justement de ce sursaut de participation. C'est comme ça que vous expliquez la poussée des écologistes? Mais il y a plusieurs choses quand même dans ce que j'entends. Ce duo entre le Rassemblement national et la liste de M. Macron, si vous voulez, il a été complètement instrumentalisé par le président. Et ça, j'avoue que c'était qui allait être le premier. Et tous les gens se sont focalisés là-dessus. Et après, on parlait même plus d'Europe. Parce que franchement, c'était qui va arriver en premier. Et le clip que vous avez fait passer, où on s'est retrouvé le 21 avril, c'était typique. Il fallait dramatiser la situation pour que les gens... Et d'ailleurs, ça a été un des éléments où les Républicains se sont déportés sur Macron pour que, d'après ce que disait votre président, il fallait, vis-à-vis de l'Europe, que ça ne soit pas le Rassemblement national qui arrive en tête. Mais alors, nous, on n'a pas du tout joué cette politique franco-française. Nous, ce qu'on a dit, c'est l'enjeu de l'Europe, parce qu'on est pour l'Europe. Mais pas cette Europe-là, une Europe qui apporte un espoir, une Europe qui réponde, voyez, à toutes ces manifestations de jeunes qui se disent, mais quelle est la planète que vous allez nous laisser ? Je vous redonnerai la parole après, mais puisqu'on parle d'Europe, on va aller à Bruxelles, puisque Alexandre Poussard, journaliste à Public Sénat, est sur place. On voit aujourd'hui cette recomposition du paysage politique français, mais aussi il y aura un fort impact sur la composition du nouveau Parlement européen à Bruxelles. Et oui Delphine, au lendemain de ces élections, il n'y a plus de majorité possible entre la droite modérée du Parti populaire européen et le groupe des sociaux-démocrates. Ces deux principales forces politiques ici au Parlement ne représentent maintenant à elles deux que 45% des sièges et elles vont devoir composer avec le groupe des libéraux, troisième groupe politique de ce Parlement avec 15% des sièges. Ce groupe des libéraux, il va accueillir notamment les députés français de La République En Marche et il va faire figure d'arbitre dans les débats au Parlement européen. Et puis il faudra aussi compter sur le groupe Vert qui a réalisé un très bon score à l'échelle européenne avec au final 9% des sièges. Et puis enfin un percée historique pour les députés eurosceptiques et nationalistes car si on additionne tous leurs résultats, ils récoltent 180 sièges. C'est un résultat historique mais dans les faits, ils sont divisés entre trois groupes qui n'arrivent pas à s'entendre avec notamment le groupe Europe des Nations et des Libertés qui est composé des Français du Rassemblement national et des Italiens de la Ligue de Matteo Salvini. Ce groupe contient une cinquantaine de députés. Il peut espérer grossir, mais pour cela, il faudra séduire les conservateurs catholiques de Pologne et les députés hongrois du parti de Viktor Orban, deux formations politiques qui ont toujours refusé une alliance avec Marine Le Pen. Merci beaucoup Alexandre pour vos explications. Éric Coquerel, on entendait Michel Rivasi qui disait tout le problème de cette campagne, c'est ça que c'est transformé en référendum contre Emmanuel Macron. C'était aussi la stratégie de la France insoumise dans un premier temps, une stratégie qui s'est retournée contre votre parti. Non mais moi, attendez, le discours campagne concernant la question nationale ou européenne, les deux sont liés. Bon, la politique décidée à Bruxelles, avec la complicité de nos gouvernements et l'appui de nos gouvernements depuis des années, c'est la politique que nous subissons en France. Donc moi, je ne crois pas à cette séparation artificielle. Ce que je crois, par contre, ça oui, c'est que En Marche, et on l'a vu avec les affiches, Emmanuel Macron a surjoué la question du duel. Pourquoi ? Parce qu'En Marche espère, dans les 3 ans à venir, se retrouver à chaque fois face à Mme Le Pen. C'est quelque part son assurance vie et gagner au deuxième tour. Bon, moi, je pense qu'à force de jouer avec le feu, ça va devenir très dangereux parce que ça se développe, parce que justement les forces de ce type se développent partout en Europe. Voilà, c'est ça qu'on constate. Et je crois qu'il est temps, j'allais dire, mais ça nous revient aussi. Ça va être notre travail dans les semaines, les mois à venir, de montrer qu'en réalité, le résultat qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire capable à la fois de fédérer sur la question du climat, qui ne peut pas être réduit à la question du marché, plus la question sociale et la question démocratique, eh bien, n'a pas disparu du champ politique. Je crois que ce n'est pas le cas. Donc voilà, à partir de là, nous, on va proposer, je vous le dis très clairement, on va reproposer une fédération populaire pour les années à venir. Ça veut dire quoi, justement ? Fédération populaire, c'est le fait...
Non, pas du tout. C'est le fait, les cartels de partis s'additionnant, on l'a tenté, on a vu que ça marchait pas, c'est pas ça qui répond. C'est le fait de s'adresser justement aux citoyens, parce que la question, c'est la question justement de la maîtrise de leur destin, de leur implication, et sur des contenus qui sont des contenus de transformation sociale et écologique, être capable de rassembler les citoyens. Et c'est les partis qui voudront y contribuer seront les bienvenus, mais c'est ça, à mon avis, qui devrait, j'espère, nous permettre de revenir au niveau qui était le nôtre, et même y compris de jouer pour le pouvoir, parce que nous comptons gouverner le pays. C'est notre objectif dans les années à venir. Thibaut de la Tocquenille, ensuite Martin Lévrier. Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que contrairement à peut-être ce qui a pu se dire, nous avons voulu parler d'Europe. C'est pas parce qu'on parle souverainisme qu'on ne parle pas d'Europe. Je voudrais dire que la réconciliation de l'économique et le social, peut-être tout le monde autour de la table est d'accord qu'il y a un divorce entre l'économique et le social. Moi je suis patron de PMI industriel, je suis pour la diffusion de la richesse tout au cours du processus de création de richesse et pas pour la redistribution. C'est-à-dire qu'on oscille entre ultralibéralisme et socialisme redistributeur. Et il n'y a que l'État qui pourra un jour redéfinir un certain nombre de règles pour qu'on réconcilie l'économique et le social, en s'appuyant d'ailleurs sur les branches professionnelles qui devront être restaurées. Par contre, l'Europe a son rôle. Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, Bruxelles, est capable de réguler un minimum la finance? On est tous d'accord, je pense, autour de la table. Incapable. Est-ce qu'elle est capable de taxer les GAFA? Incapable. Est-ce qu'elle est capable de faire un moteur de recherche type Google? On a un petit moteur français qui est bon, mais qui est pour le moment confidentiel. Rien du tout. Est-ce qu'on a recréé des usines de microprocesseurs au niveau européen, alors que les Asiatiques et les Américains... Alors, Michel Rivasi, je vous réponds. L'Europe est complètement en panne. Donc nous proposons une nouvelle Europe des coopérations. Michel Rivasi, et ensuite... Alors, pour répondre à M. Coquerel, justement, le vote de ces élections européennes ont montré qu'il y avait une alternative. C'était quand même cette vague verte qu'on a vue sur le plan européen. Pour vous répondre, c'est vrai qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale, mais c'est bien un choix politique. Pourquoi nous, on est vraiment contre la politique de M. Juncker? Parce qu'il y a des articles, l'article 116, qui permettrait de ne pas avoir l'unanimité et justement de demander l'harmonisation fiscale. Ça n'a pas été fait. Quand on demande de taxer les GAFA, vous avez tout à fait raison, mais c'est le manque de volonté politique, puisque vous avez 4 pays où il y a des paradis fiscaux, et M. Juncker qui faisait l'optimisation fiscale. Donc ils ne veulent pas taxer. Et ça, nous les écologistes, et quand je vois le travail qu'a fait Eva Joly là-dessus quand elle était députée européenne, ça a été incroyable, on n'avait pas la majorité. C'est pour ça que moi, franchement, on veut vraiment réorienter les priorités de l'Europe. Mais donc ça ne peut pas se faire dans le cadre des traités, Michel Rivasi. Si, non, parce que vous l'avez dit vous-même, l'harmonisation fiscale n'est pas, dans les articles des traités, elle n'est pas permise. Donc à partir de vous avez... À partir du moment où vous avez... L'article 116, à partir du moment, à l'unanimité, donc il n'y aura jamais une unanimité, parce qu'il y a des pays qui en profitent, et vous n'aurez pas ça. Et c'est exactement la même chose sur la question de l'austérité. Donc tant que vous resterez dans le cadre de ces traités-là, ne laissez pas croire à un moment donné que vous allez transformer cette Europe en une Martin Europe sociale. Lévrier, oui. Martin Lévrier. Qu'on nous sort le même manivelle. Est-ce qu'on peut changer l'Europe sans sortir des traités? C'est la question. Martin Lévrier. Je reviens sur avec des alliances entre les États. propos de départ. Nous accuser d'avoir binarisé cette campagne me fait doucement sourire. En 2014, vous n'avez noté que je n'ai jamais coupé la parole à personne. En 2014, qui était en tête? Le Front National. Ne pas nommer son adversaire dans un combat, c'est quoi? Il était normal que nous nommions l'adversaire principal dès le départ, qui était non plus le Front National, mais le Rassemblement National, ce qui est la même chose. Après, que les autres partis n'aient pas trouvé le moyen eux aussi de se nommer, c'est à eux de regarder leurs difficultés, mais de toujours chercher chez l'autre sa difficulté, on ne la trouve jamais. Donc je les invite vraiment à se regarder d'abord dans ce qu'ils font et non pas dans ce qui pourrait arriver des autres. C'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est quand on parle de l'Europe, on doit avoir une Europe positive. Et ce que vous proposez, c'est une Europe racornie, je suis désolé, et accuser la France de tout défaut, je reprends les GAFA. Quel est le premier pays depuis 2 ans qui se bat pour taxer les GAFA? Quel est le seul pays? Quel est le seul pays qui l'a fait aujourd'hui? C'est la France. Oui. Donc on ne peut pas demander le beurre et l'argent du beurre en même temps. On sait que le bateau Europe est un bateau qui est lent à tourner et on va le faire tourner, on va le faire intelligemment. Justement, c'est très intéressant ce que Éric Coquerel. Vous avez su... Ok, on estime que vous n'avez pas été assez loin, mais vous sûr, avez... Jamais. Non, parce que je vous dis, vous avez taxé sur la publicité et pas sur les revenus réels, des profits réels des GAFA dans le pays, comme le proposait par exemple Zuckman. Mais
C'est mieux que rien peut-être, Éric Coquerel. Mais vous venez de montrer qu'on pouvait le faire de manière unilatérale. Vous n'avez pas attendu l'Union européenne. Donc je dirais une chose, pourquoi par exemple n'avons-nous pas voté sur le CETA au Parlement national pour savoir si on l'appliquait ou pas? Il est déjà appliqué. Vous pensez que c'est pas problématique qu'un traité de libre-échange soit appliqué sans même que les représentants nationaux aient leur mot à dire? Donc oui, mais il est appliqué, Michel. Il est donc, dans les faits concrets. Donc, et le traité canadien, lui, il est le problème appliqué. que nous avons, je vous le dis très clairement avec En Marche, c'est que, et à mon avis, c'est vrai au niveau européen et français, c'est qu'en général, vous faites la politique inverse de celle que vous décrivez. Vous nous parlez de protection sociale, vous cassez le code du travail, vous nous parlez de rendre plus performants les services publics, vous libéralisez, et c'est en lien avec votre... Si, c'est un peu la politique vous avez une en même politique... temps. On va continuer. La question maintenant qui va être posée, je crois que je... Rapidement, rapidement, Éric Coquerel. Français, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ce que vous essayez de faire. Mais non, vous avez à un moment donné la politique que vous faites qui correspond aux intérêts populaires. Bon, donc si c'est ça que vous appelez franco-français, moi c'est non problème. Maintenant, il y a une question qui se pose, parce que je crois que je ne pourrais pas rester pour la deuxième partie, mais qui est à poser. C'est que, notamment par rapport à Europe Écologie, je souhaite la poser. Je trouve finalement positif que sur la question du climat, qui est absolument prioritaire, essentiel, il y a un vote qui se manifeste. Nous regrettons que ce n'ait pas été pour nous, ça a été pour Europe Écologie. Maintenant, après, par contre, il y a des alliances au niveau du Parlement européen. Puisqu'on va analyser cette surprise du vote écologiste. Parce qu'hier, j'ai entendu Éric Coquerel. Merci. Envisager une alliance avec En Marche, d'accord, qui fait exactement la politique. On va interroger Michel Rivasi après. Donc ça serait intéressant de le savoir. Merci Éric Coquerel. Merci d'être venu sur Public Sénat. Justement, puisqu'on parle de ce succès des écologistes, ils ont créé hier la surprise. Ils ont donc largement profité du sursaut, on le disait, de participation. La liste emmenée par Yannick Jadot a donc défié tous les sondages et arrive en 3e position. Retour sur la soirée électorale avec Jean Bramier. Avant même l'annonce officielle des résultats, le sourire sur le visage de Yannick Jadot à son arrivée à son QG laissait présager une bonne soirée pour Europe Écologie Les Verts. Et à 20h, quand le score s'affiche sur les écrans, les militants peuvent exulter. Ils sont la 3e force politique du pays. C'est un pari réussi, évidemment, nous sommes très heureux, surtout que ce score, on le retrouve dans d'autres pays européens. Et notre objectif était d'envoyer un gros bataillon de députés verts au Parlement européen. On est en passe de réussir ce coup-là. Alors que l'écologie s'était imposée comme un thème central de l'élection, les Verts français ont réussi à capitaliser sur un combat de longue date. Que tout le monde a ripolliné son discours de vert. Tout le monde était écologiste, tout le monde était vert. On a bien vu que les Françaises et les Français ont opté pour l'original. Et avec au moins 12 eurodéputés, les Verts français vont aller garnir un groupe écologiste européen qui progresse dans de nombreux pays et sans doute jouer le rôle d'arbitre sur de nombreux dossiers. Voilà, le groupe va grossir et on va donc batailler pour faire passer des projets écologiques au niveau européen, sur la politique agricole commune, sur le financement de la transition écologique. Et il ne faut plus tarder, c'est des décisions qui vont devoir venir très rapidement. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que la question écologiste, elle est prise au sérieux enfin dans la société en France. Et donc ça change tout. Alors que personne, pas même eux, ne les imaginait aussi haut, les écologistes peuvent savourer et espérer au niveau national prolonger la vague verte de ce scrutin européen. Et on reprend la direction de la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek pour une nouvelle réaction avec le sénateur écologiste du Morbihan, Joël Labbé. Bonjour Joël Labbé, merci d'être là, merci de répondre à nos questions. 13,4%, très beau score, score historique. Comment vous analysez ces résultats d'Europe Écologie Les Verts ? Bon, déjà avec satisfaction, score historique et score inattendu, parce que s'il y a une surprise, elle est venue de là. L'analyse, c'est que c'est un projet qui était porteur d'espoir. J'ai pu lire que parmi les 18-25 ans, 25% ont voté Europe Écologie Les Verts, la liste écolo. Ce sont de bons signes après une véritable bonne campagne qui a été menée par la liste. Yannick Jadot doit revendiquer un nouveau leadership à gauche? Eh bien, de fait, alors, la gauche traditionnelle, quelque part, elle est laminée, comme la droite traditionnelle d'ailleurs. Les choses sont à reconstruire. Je pense à une nouvelle coalition humaniste, écologiste, socialiste, autant de reconstructions qui sont nécessaires, mais ce n'est pas sur les cendres des vieux partis, à mon sens. Mais justement, ce sont les Verts qui désormais incarnent la modernité et l'avenir, j'allais dire, à gauche, et plus par exemple le Parti socialiste?
Eh bien oui, de fait, ces résultats le démontrent. Maintenant, ce que je recommande à mes copains, c'est de garder bien la tête froide. Il y a eu trop souvent les écolos, les bons scores, et puis ça a monté un peu à la tête. Je crois là, avec Yannick Jadot, il y a de la forte responsabilité derrière, Yannick Jadot et son équipe. Donc je pense là que les Verts sont arrivés à un certain degré de maturité qui va nous permettre d'avancer plus encore vers un projet de société bien au-delà de la France d'ailleurs. Ce matin, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a tendu la main à Europe Écologie Les Verts pour l'avenir. Est-ce qu'il faut, selon vous, à votre sens, accepter cette main tendue de la majorité présidentielle ? Alors moi, je ne vais pas répondre. Moi, je suis un libertaire, je ne vais pas répondre à ça. Je suis écolo-libertaire. Par contre, ce que je vois... Vous pourriez imaginer à l'avenir un accord avec En Marche, c'est ça la question. Ce que je vois, on va attendre, à mon sens... Il faut attendre. Il y a les annonces d'En Marche. Il y a eu l'espoir porté par Nicolas Hulot, qui n'est plus là. Mathieu Orphelin est parti également. Et là, il y a eu les nouvelles déclarations électorale d'En Marche, voir ce que ça donne. Est-ce que véritablement, lorsque Emmanuel Macron parle d'un changement radical, eh bien, quelle radicalité vers le climat et la biodiversité ? Je crois qu'il faut attendre les signes. Et à l'intérieur d'En Marche, il y a des écolos. Qu'ils soient déjà un petit peu plus entendus dans leur parti. Joël Labbé, cette vague verte, partout en Europe, le succès des écologistes, c'est une des grandes surprises de cette élection. Vous l'interprétez comment, cette vague verte en Europe ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est en situation d'urgence climatique et biodiversité. Et la réponse qui est donnée, la plus claire, c'est celle des écologistes, c'est celle des Verts, et avec tout un nouveau projet à reconstruire. Et en tout cas, la confiance majoritaire est venue vers les écolos historiques, parce que tout le monde s'est montré écolo, y compris la République En Marche, mais c'est vers Europe Écologie Les Verts qu'est venue la confiance, et ça, c'est un bon signe. Merci Joël Labbé, merci pour cette réaction. Merci à vous, Savérien. Alors que Pierre Jouvet nous a rejoint sur ce plateau, vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Merci d'être sur Public Sénat. On a entendu à l'instant Joël Labbé et on voit cette recomposition politique qui s'opère, cette recomposition politique du paysage français. Il y a encore de la place, selon vous, pour tous les partis ? Moi, je crois surtout qu'il y a de la place pour une gauche en France. Et le résultat d'hier, il doit nous amener vers beaucoup d'humilité. Parce que ce qu'on voit, c'est que les forces de gauche, les forces social-démocrates, les forces qui sont la gauche de gouvernement dans ce pays, si elles avaient été en capacité de s'unir et de se rassembler, elles auraient fini hier soir en tête de cette élection. 32% sur 5 listes, finalement. Voilà, vous pouvez nourrir des regrets, c'est ça ? Mais les regrets, on les nourrit, c'est une évidence. Nous, on a essayé, avec Raphaël Glucksmann, avec Place Publique et avec le Parti Socialiste, de construire cette alternative sociale et écologique. On voit qu'aujourd'hui, on a une nécessité de construire ensemble une dynamique qui, demain, nous permettra à nouveau de gouverner le pays. Parce que je ne pense pas que la politique libérale qui soit menée actuellement par le gouvernement et par le président de la République puisse répondre à cette urgence écologique. Et je crains également que l'opposition qui a été créée, ce duel qui a été mis en avant pour cette élection, pour faire monter le Front National, c'est ce qui s'est passé dans les faits, puisse malheureusement trouver une réponse dans la politique d'Emmanuel Macron. Donc moi, j'appelle aujourd'hui l'ensemble des responsables politiques, les femmes et les hommes de gauche dans ce pays qui veulent gouverner ensemble, à se mettre autour d'une table, à travailler sur un projet qui réponde à l'urgence sociale et à l'urgence écologique, parce que les électeurs le réclament et le demandent. Sophie Primas, on ne vous a pas encore beaucoup entendu finalement ce qu'a pu connaître le Parti Socialiste en 2017. C'est ce qui est aussi en train de se passer avec ce recul, on disait, des grandes formations traditionnelles, et on le voit aussi au sein du Parlement européen avec finalement le PP, les sociaux-démocrates qui n'auront plus cette majorité absolue. Oui, je pense que vous avez raison sur la forme politique, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement on peut toujours regarder en arrière en se disant il y avait un grand parti socialiste et il y avait un grand parti les Républicains, UMP, et si on va un peu plus loin, RPR ou UDF. Qui ont longtemps dominé la France. Qui ont longtemps dominé la France d'un côté et de l'autre, et que je pense que ce que François Mitterrand a initié
initié en 81 avec la montée du Front National, ben voilà, ça prend toute sa place aujourd'hui. C'est arrivé à son terme, hein, c'est arrivé effectivement à la fin de l'histoire. Donc je pense que nous avons la nécessité, à droite comme à gauche, de reconstruire une histoire politique avec d'autres méthodes, avec d'autres alliances, avec d'autres idées, sur d'autres thématiques, avec une Le autre... député Julien Aubert dit qu'il faut un façon- électrochoc, Sophie Primas. Une Vous autre employez façon ce de faire de terme. la politique. Je pense que nos logiciels sont datés. Voilà, je pense que notre façon de faire de la politique sont datées. Et je pense que si on n'a pas ce sursaut dont parle mon collègue, on aura des difficultés effectivement à passer le pas. Je pense que moi, je fais partie des gens, peut-être suis-je un peu idéaliste, mais qui pensent vraiment qu'il faut recréer ce parti, non pas pour être en opposition les uns avec les autres, mais pour construire une vraie histoire de la droite française, qui est une histoire que moi j'ancre un peu dans l'histoire, mais qui... Il y a encore un clivage droite-gauche, Thibaut Zoccnet le pense. Est-ce que c'est votre cas aussi? Ah oui, moi je le pense. Oui, je le pense. Je pense véritablement qu'il y a non pas un clivage gauche-droite, mais qu'il y a un clivage sur des données qui sont des données de moyens. Et je pense que ce clivage, il existe. Et je pense même qu'il est bénéfique à la démocratie. On ne peut pas se retrouver éternellement un bloc contre le Rassemblement national. Ce n'est pas possible. On ne peut pas réitérer ces deuxièmes tours d'élection présidentielle ad vitam aeternam. Je pense qu'on a autre chose à offrir aux Français. On continue à se... Deux petits mots sur les blocs Rassemblement national contre un autre bloc. Je redis qu'il faut faire chuter définitivement le Rassemblement national. C'est une de mes raisons de me lancer en politique. Et que la meilleure des solutions, c'est de rendre de l'espérance aux Français, du rêve et une meilleure économie. Et c'est ce à quoi nous nous employons. Deuxième point sur l'écologie. Il y a des mots politiciens, il y a de la politique et il y a des faits. Juste deux faits tout simples. Sur notre liste, dans les 4 premiers, il y a 2 personnes qui pourraient être parfaitement chez ELV, qui sont Pascal Canfin et Catherine Chabot. 2 sur les 4 premiers, on ne peut pas dire le contraire. Non, mais ça, c'est un acte. Parce que le quatrième, il est pardon, 1 et 3, pardon. Je me suis trompé, 2 et 3, c'est 2 et 3, pardon, 2 et 3, excusez-moi. Donc ça, ce sont des actes. Je veux dire, ce sont des actes clairement posés. C'est pas de la politique. Nous posons des actes et nous les faisons. Après, Europe Écologie, je rappelle, n'a pas gagné l'élection. Enfin, ils sont 3e. Ils ont fait une belle percée. Et je les en félicite. Oui. Et je l'ai déjà Ça veut dit tout dire à quoi? l'heure. Que vous n'allez pas en tenir compte justement de cette Si je vous dis qu'on a déjà le 2 et 3, c'est qu'on tient compte de l'écologie. Mais je crois. Et deuxième de l'écologie, point mais de la factuel, poussée aussi des une écologistes. université américaine dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais très importante, a classé les pays qui faisaient le plus d'efforts. Nous sommes les 2e au monde. Les 2e. C'est aussi des faits. Et ça, c'est pas la France qui le dit, c'est pas le petit gouvernement qui s'accorderait. Ce sont des faits qui sont internationaux et qui sont reconnus sur le travail que nous faisons. C'est jamais suffisant sur l'écologie. Et enfin, sur l'écologie, je crois que la véritable écologie, elle est transpartisane. Et là, vous avez une chance extraordinaire de transformer l'essai en la rendant transpartisane et en avançant sur un véritable travail de fond. Rapidement. Oui, juste un tout petit mot, si je puis me permettre. J'ai justement dit que s'il y avait encore un clivage droite-gauche, il était marginal par rapport au nouveau clivage souverainiste-mondialiste. Je voudrais dire que sur la question de l'écologie, je dirais que nous aussi, nous avons parlé de plusieurs sujets d'écologie et d'urgence écologique, et qui d'ailleurs nécessitent, à mon avis, encore une fois, de réhabiliter un certain état stratège. C'est la désindustrialisation et c'est la désertification rurale. Attardons-nous même sur la désertification rurale, qui, moi d'ailleurs, qui suis industriel, va tout à fait de pair pour lutter contre, avec une réindustrialisation, parce que les petites PMI et ETI, elles pourront être installées en zone rurale ou semi-rurale, et des petites usines propres de plasturgie, de matériaux composites qui manquent cruellement à la France, alors qu'on a encore des grands ensembliers. Et ce que je voudrais dire, c'est que la désertification rurale, je ne vois pas comment on peut lutter contre sans une réhabilitation, un minimum de l'état stratège et d'une certaine opposition à quelque chose qui vient de l'Europe, qui est la métropolisation. C'est la grave erreur des divers gouvernements actuels, c'est que la métropolisation s'oppose directement au retour, à la reconquête de l'espace rural. Alors, Michel Rivasi, ça, c'est des enjeux très importants. Pour que tout le monde puisse s'exprimer, allez-y. Bon. Ces élections ont montré quoi? Quand même que les gens ont cru en une Europe différente, et ils ont mis les écologistes quand même en 3e position, mais ça a été quand même l'inverse de tout ce que disaient un peu les sondages. Donc c'est quand même très important. Mais quand vous dites, et alors je reprends ce que vous dites sur la mondialisation, quand on regarde l'écologie politique, pour moi, ça dépasse le clivage gauche-droite. C'est quels sont les enjeux pour demain? C'est pas, on fait pas notre petite cuisine, c'est pas une politique à petits pas, c'est pas une politique en même temps. Vous voyez, ce qui nous différencie quand même de votre parti, c'est que vous dites,
OK pour la biodiversité et vous faites des grands contournements autoroutiers. Vous dites OK par exemple, le CO2 et puis vous limitez pas, par exemple, les voitures thermiques pour le diesel. Vous voyez, il n'y a pas une politique suffisante. Oui, donc on évoquait cette main tendue dans Marche vers les écologistes. Ça n'aura pas lieu, visiblement. Nicolas Hulot a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids des lobbies dans ce gouvernement qui est incroyable. Regardez sur le nucléaire, moi qui suis une spécialiste du nucléaire. Vous, d'ailleurs, des gouvernements de gauche comme de droite, on devait fermer Fessenheim. Fessenheim n'est toujours pas fermé. Et nous allons la fermer. J'attends de voir. Nous allons la fermer, vous le savez. Donc cette politique d'en même temps ne marche pas. Et moi, je crois que si on met ce chapeau de l'écologie politique, voilà une proposition d'espérance pour l'avenir. Parce que ces commerces de libre-échange, ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, ça désindustrialise complètement l'Europe. Il faut vraiment des projets européens sur les énergies renouvelables, sur le numérique. C'est pas possible que l'Europe nous réindustrialisons. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Et proposer quelque chose de sérieux. Et c'est ça qu'on propose. Moi, je voudrais, parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus parlant de cette élection, vous faire voir cette carte. Je ne sais pas si cette carte, on peut bien la voir à la télévision, mais cette carte, c'est le résultat du vote d'hier soir. Et dans les départements, là où en marron, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête. Hier soir, M. Bardella est arrivé en tête dans 76 départements français. 76 départements français. Quand Marine Le Pen, en 2017, était arrivée en tête dans 48 départements français seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une France des territoires ruraux, une France, ce qu'on appelle la France périphérique. Avec Michel Rivasi, tous les deux, on est élus du département de la Drôme. Mais nous, on a vu la réalité, malheureusement, monsieur, de ce qui était mené depuis 2 ans, dans la casse du service public qui était entraînée, dans le fait que les Français qui habitent dans nos territoires ruraux ont vu des lignes de train supprimées, ont vu des services hospitaliers supprimés, ont vu des services d'urgence qui sont complètement engorgés, ont vu la croissance économique ce que vous racontez. Non, vous savez, monsieur, je vous prends des réalités dans le département de la Drôme et je peux vous citer des exemples précis. La maternité de Die. La maternité, vous savez pourquoi on l'a fermée? Oui, vous avez décidé de la fermer en disant que c'était dangereux. On a quand même entendu le Premier ministre hier dire qu'il faudra mettre plus d'humains. Il y a quand même aussi, justement, cet électorat qui a voté Front National, Rassemblement National. Vous allez l'entendre, il y aura justement un nouvel acte de reconstruire depuis 2 ans. C'est le plan santé, Ma Santé 2022 sur lequel on travaille. Non, mais le problème, c'est que la réalité est inverse sur les territoires. La réalité, elle se construit sur du passé, sur un existant. Ce passé, cet existant, il existe depuis 35 ans. Ce passé, cet existant, si on parle de la santé, si on parle du numerus clausus, si on parle des déserts médicaux, il n'est pas arrivé avec l'élection d'Emmanuel Macron. Vous l'avez amplifié. Ah ben non, on est en train de faire non, mais alors vous ne savez même pas ce que c'est que le numerus clausus, visiblement, parce que pour me dire une sottise pareille, mais ne soyez pas méprisants quand on vous met des réalités objectives en face. Ça agit sur 10 ans. Vous savez quoi, je vous prends un département en exemple, le département de la Drôme. Et vous me parlez de la maternité. Et elle a été fermée pour des raisons de santé. Martin Lévrier, on comprend bien ce que Pierre Jouvet veut nous dire à travers cet exemple de la carte. Est-ce que justement, est-ce que Emmanuel Macron va justement un peu modifier sa stratégie pour cet acte 2 du quinquennat? Mais ça a été clairement annoncé. On a le sentiment qu'il va continuer ses réformes sans modification. Martin Lévrier et Sophie Primas. Ça a été clairement annoncé. Je le reprends sur le plan Ma Santé 2022 avec les hôpitaux de proximité qui vont arriver le plus vite possible et très rapidement. Qui vont être des EHPAD plus dans les territoires. Sophie Primas, très rapidement. Écoutez, je sais pas, on doit parler la même lettre, mais bon, vous me coupez tout le temps, j'y arrive pas, mais on ne lit pas la même voix, c'est pas possible. Pas des EHPAD, c'est absolument pas des EHPAD. Si ce sera des EHPAD plus, et on a des services de proximité qui vont disparaître encore sur la santé. On aura cette discussion pendant la loi santé. Je pense qu'on manque en France depuis au moins une vingtaine d'années d'aménagement du territoire. Voilà, c'est vraiment l'aménagement du territoire. Et il y avait dans le temps des structures d'État qui permettaient l'aménagement du territoire. Il faut que le phénomène de déconcentration et de décentralisation que le Sénat réclame maintenant depuis très longtemps, qui a fait jour comme ça après le grand débat, se mette en place très rapidement parce que c'est une des clés. C'est une des clés pour lutter contre la désertification des territoires. C'est bien de le découvrir maintenant. Non, je ne le découvre pas maintenant car le Sénat non plus. Voilà, non plus depuis assez longtemps. C'est l'enseignement que le chef d'État justement devra tirer de ce scrutin. Merci, c'est la fin de ce débat. Merci à tous les 5, merci d'être venus sur ce plateau. On va continuer justement les réactions avec Saveria Rojek, toujours depuis la salle des conférences, avec André Gattolin, justement, sénateur En Marche des Hauts-de-Seine. Bonjour André Gattolin. Bonjour. Le Rassemblement national en tête, En Marche qui limite la casse, les Verts qui font un très bon score, les Verts qui sont votre ancien parti. Quel enseignement vous tirez de ces résultats ?
Je crois qu'à chaque élection européenne, on a des surprises. Là, on en a eu plusieurs. La première, c'est le taux de participation. Tous ceux qui disaient que c'était une élection qui n'intéressait pas les gens, il se trouve le fait d'être revenu à une circonscription unique a quand même recréé le débat. Effectivement, il y a la confirmation du leadership, entre guillemets, en termes de voix du Front National, même s'ils ont un score légèrement inférieur à 2014. Le maintien et la consolidation d'En Marche, mais moi je ne me satisfais pas de ce résultat. Alors justement, les scores d'En Marche, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, parlait ce matin de déception. Vous êtes d'accord? C'est une déception? Oui, moi je suis déçu parce que je pense sincèrement déjà qu'on aurait pu faire une meilleure campagne si il n'y avait pas eu toutes ces interférences, le débat public, la crise des Gilets jaunes, qui fait qu'on est parti très tardivement avec une liste qui est peu identifiée. Renaissance, les gens ne connaissaient pas. Justement, la faute à qui? Est-ce que Nathalie Loiseau est une candidate trop fragile, justement, comme tête de liste? Je crois qu'après, c'est une question aussi d'équipe. Il ne faut jamais incriminer la tête de liste quand on échoue. On n'a pas échoué totalement, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Nous sommes un parti jeune, nouveau, et nous n'avons pas toutes les compétences. Et une élection ne ressemble jamais à l'élection suivante. C'est aussi ce résultat, l'échec d'Emmanuel Macron? Non, je ne crois pas. Au contraire, je pense quand on regarde et quand on analyse les sondages, ces prises de parole en toute fin de campagne ont permis de consolider le score de la République En Marche, en même temps qu'il y avait une augmentation de la participation. Donc je crois qu'il reste au contraire plus légitime. La vraie marque, c'est Emmanuel Macron, c'est pas Renaissance. André Gattolin, je rappelle que vous êtes un ancien élu écologiste. Comment vous analysez justement le très bon score des Verts, 13,4%? L'écologie politique, elle a un avenir. Est-ce que Yannick Jadot, c'est le nouveau leader de la gauche? Je crois que c'est une élection qui est très favorable parce qu'elle est à la proportionnelle et que précisément dans ces moments-là, Europe Écologie n'a pas à s'allier avec d'autres formations beaucoup plus à gauche, beaucoup plus traditionnelles qu'elle. Donc moi, ça me satisfait au sens où je pense que les enjeux environnementaux, contrairement à ce qui a pu être dit ces derniers mois, sont bien plus importants à l'intérieur de la population. C'est la deuxième formation avec plus de 20% dans le département des Hauts-de-Seine, où, au passage, la République En Marche fait plus de 35%. Mais est-ce que Yannick Jadot peut revendiquer le leadership à gauche? Je pense que ce ne serait pas de l'intérêt de l'écologie politique de cantonner celle-ci dans la sphère de gauche. Je pense que l'écologie aujourd'hui touche beaucoup de gens, y compris à l'intérieur d'En Marche et aussi à droite. Merci beaucoup André Gattolin. Je vous en prie. Merci. Merci Saveria pour cette nouvelle réaction. Alors dès hier soir, alors que Marine Le Pen appelait à une dissolution de l'Assemblée nationale, le Premier ministre entendait ouvrir une nouvelle page du quinquennat. On voit tout ça avec Héloïse Grégoire. Au lendemain des élections européennes, l'acte 2 du quinquennat commence. Aucun remaniement n'est prévu et Édouard Philippe est conforté à Matignon. Et le Premier ministre l'affirme, le cap ne change pas, seule la méthode est à revoir. Nous devons, comme le Président de la République nous y a invités, mettre en œuvre une nouvelle méthode pour davantage aider les territoires qui se sentent oubliés, pour davantage associer les Français, les élus et les partenaires sociaux. Bref, pour mettre davantage d'humain dans notre politique, sans rien perdre de notre ambition ni de notre audace. C'est l'enjeu de l'acte 2 du quinquennat voulu par le Président de la République. Arrivé en tête hier des élections européennes, le Rassemblement national a immédiatement réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale. Il n'en est pas question pour la porte-parole du gouvernement. Pas de dissolution de l'Assemblée nationale. D'abord, il faut de la stabilité dans nos institutions, c'est une évidence. Et puis, le score que nous avons obtenu est un score qui n'appelle pas une crise politique. Aujourd'hui, la majorité est soudée derrière le Premier ministre, le gouvernement est soudé derrière le Premier ministre. Et vous savez quoi? Le Premier ministre a l'entière confiance du Président de la République. C'est exactement le combo qu'il faut pour avoir une majorité stable. Pas de temps à perdre pour l'exécutif. De nombreuses réformes sont attendues, comme le dossier des retraites, la réforme des institutions ou encore le projet de loi santé débattu au Sénat dès lundi prochain. Et on continue l'analyse et le débat au lendemain de ces élections européennes avec de nouveaux invités qui m'ont rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Voigelis. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique, spécialiste des droites radicales en Europe. Bienvenue à vous également sur ce plateau. Virginie Guirondon, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Frédéric Ancel nous a également rejoint. Bonsoir, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de Mon dictionnaire géopolitique aux presses universitaires de France. On le voit juste
justement à l'écran. Éric-André Martin est également avec nous, chargé de mission auprès du directeur de l'IFRI. Vous êtes ancien diplomate au Quai d'Orsay, vous avez travaillé en Allemagne et en Pologne justement sur ces questions européennes. Et puis Patrick Martin-Genier, bonsoir, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO. On vient d'entendre le Premier ministre justement, première question pour vous, dire on ne change pas de cap, seule la méthode va changer. Est-ce que Emmanuel Macron et le gouvernement sont encore justement en position de force pour maintenir ce cap ? Écoutez, si le changement, c'est tout simplement un peu plus d'humanité, c'est quand même un peu limité. Je suis d'accord pour dire qu'il limite la casse, mais tout de même, le président de la République, enfin je parle d'un plan national, après on pourra parler peut-être du plan européen, sur le plan national, le président de la République s'était personnellement investi considérablement. Il a même employé les moyens de l'État, puisque allant à Sibiu en Roumanie, il s'est exprimé, il est allé préparer le sommet du G7 à Biarritz, il s'est exprimé contre le Front National, contre les députés du Rassemblement National, et donc bien évidemment, plus, on va dire, toute cette droite classique, juppéiste, Raffarin, plus Madame Royal à gauche qui se sont prononcés pour la liste d'Emmanuel Macron, conduite par Madame Loiseau, c'est sûr que le fait qu'il soit derrière, c'est quand même un échec politique, même si on est d'accord pour dire qu'il limite la casse. Et donc il me semble en effet qu'il devrait y avoir une réponse politique un peu plus ambitieuse que simplement garder le cap et un peu plus d'humanité. Vous partagez cette analyse, Virginie Guiraudon, il faut y avoir une réponse un peu plus ambitieuse ? Alors la question, est-ce que c'est une réponse nationale, c'est-à-dire un changement de cap pour les politiques nationales, ou est-ce qu'on va voir le parti de Macron, cette fameuse liste Renaissance, vraiment peser à la fois au Parlement, et puis Macron lui-même peser sur toutes les nominations, le président de la Commission, les commissaires, le nouveau président de la Banque Centrale Européenne, le nouveau Monsieur Tusk, qui sera peut-être Madame Merkel. Donc c'est aussi là, on va voir si il a encore une certaine surface politique, puisque ça fait 2 ans que maintenant on pense que les promesses de 2017 n'ont pas été tenues au plan européen. Il est affaibli, Frédéric Ancel, Emmanuel Macron, justement, en se faisant battre au niveau national par le Rassemblement national pour aller négocier. On sait qu'il sera d'ailleurs à Bruxelles demain. Alors d'abord, constitutionnellement, il n'a absolument pas du tout à changer son gouvernement. Enfin, il n'en est pas il n'est pas obligé de le faire. Il est obligé à rien du tout. Ces élections ne sont pas nationales. Il faut le répéter une énième fois. Bon, même si les Français ont tendance à répondre toujours à côté, y compris lors des consultations référendaires. En revanche, sur le plan européen, au fond, je considère qu'il est plutôt conforté. D'abord parce qu'il effectue quand même un score qui est honorable et au regard de la situation des Britanniques et d'un certain nombre de partis, alors on va dire centristes ou centre-droit en Europe, au fond, aujourd'hui, Emmanuel Macron est celui qui peut effectivement, qui dispose d'une marge de manœuvre politique et institutionnelle sans doute la plus considérable parmi les partenaires européens. Éric-André Martin. Je suis un peu d'accord avec Frédéric Ancel. Je crois qu'il faut regarder vers l'avant et la capacité à pouvoir trouver une place au sein du Parlement européen pour le groupe centriste auquel les députés de La République En Marche devraient se joindre et être capable de peser, comme l'a dit ma voisine, dans les processus de décision qui vont venir. C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le score obtenu permet au président de la République et à son groupe de peser dans les choix qui vont être faits et de pouvoir positionner des candidats français dans le cadre de ce mercato institutionnel. Ouais. Un mercato institutionnel, vous avez prononcé ce terme, Anaïs Voïguilis, puisqu'on voit que le Parlement européen va être complètement fragmenté avec les 2 grandes formations qui jusque-là détenaient la majorité absolue, qui connaissent un fort recul. Excusez-moi. Est-ce que justement, dans cette fragmentation, avec un nouveau visage de ce Parlement européen, comment vont justement se positionner un petit peu chaque formation politique ? Pour le moment, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment un certain nombre de partis qui étaient un peu dans une incertitude vont se repositionner. Je pense notamment au Fidesz de Orban, qui était membre du Parti populaire européen, mais le Parti populaire européen est aujourd'hui affaibli. Orban a été mis au banc et la stratégie d'Orban a quand même été pendant très longtemps, et je pense que c'est toujours cette stratégie qui prédomine, de faire exploser la droite pour reconstituer un pôle conservateur. Et finalement, en ça, la position d'Emmanuel Macron le sert bien, puisque Macron veut reconstituer un pôle libéral, Orban veut reconstituer un
pôle conservateur. Donc la première chose qu'il va falloir voir, c'est comment cette droite évolue. La deuxième chose à voir, c'est l'évolution des conservateurs et des nationalistes. Marine Le Pen et Matteo Salvini étaient au sein du groupe Europe des Nations et des Libertés. On voit que leurs alliés historiques n'ont pas fait d'aussi bons scores que prévu. Le FPE perd un siège. Alors, il y a eu les révélations de l'Ibiza Gates. On voit que le Parti de la Liberté s'est complètement écrasé aux Pays-Bas en faveur d'un autre partenaire qui, a priori, ne s'alliera pas au sein d'Europe des Nations et des Libertés. Donc, ce qui va être à voir, c'est comment vont se repositionner les membres du pôle conservateur. Est-ce que certains vont venir vers l'extrême droite de Marine Le Pen? Ça sera le cas avec les Vrais Finlandais et sûrement avec l'AfD en Allemagne. Et puis, il y a ce troisième groupe qui est le groupe de la démocratie directe, dont est membre le Parti pour le Brexit et le mouvement 5 étoiles. Comment vont-ils se positionner? A priori, ce groupe va être amené à disparaître, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont plus que des élus que dans 5 États au lieu de 7. Patrick Martin-Génie. Oui, vous avez commencé votre question en parlant sur le plan national. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le plan européen, mais je voudrais quand même insister que jamais dans l'histoire de la Ve République, un président ne s'était autant investi. Il s'est carrément substitué à la tête de liste, Madame Loiseau, donc naturellement, il s'est mobilisé lui-même, il a mis son effigie sur une affiche de La République En Marche, il a apposé sa signature et s'est exprimé dans des lieux officiels pour La République En Marche. Donc il y a quand même eu un investissement considérable du président de la République et tout de même si encore une fois il reste conforté sur le plan européen, il est quand même affaibli comme il arrive deuxième. Il s'est substitué à Madame Loiseau, qui comme vous savez n'a pas fait une excellente campagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Que sur le plan européen, il soit conforté, on y reviendra après très certainement, mais la chance d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'en réalité il a décidé de maintenir son Premier ministre, c'est l'écroulement de la droite républicaine, le parti des Républicains, qui lui-même ne s'est pas correctement positionné. C'est la ligne Wauquiez qui l'a emporté, alors que celle-ci ne remporte pas l'adhésion des militants et des électeurs, naturellement, parce qu'il a occulté toutes les sensibilités gaullistes pour n'en retenir qu'une seule, et le choix de M. Bellamy est en quelque sorte malheureux. Donc c'est sa chance, et c'est pour cela, en effet, qu'il n'est pas dans l'obligation institutionnelle, soit de dissoudre l'Assemblée nationale, soit de provoquer la démission du Premier ministre. Et finalement, ce qu'on retrouve au niveau national se retrouve aussi un petit peu au niveau européen, avec un coup de semonce, on le disait, pour les partis qui détenaient jusqu'ici la majorité absolue, avec un recul pour le PPE et les sociaux-démocrates. C'est justement un éclatement du Parlement européen qui va être un peu compliqué, dangereux pour la suite, justement, au moment des prises de décision. Valérie Guillaumin. Alors c'est vrai qu'il y a une contradiction parce qu'il n'y aura pas un éclatement au Parlement européen. Il y a 8 groupes actuellement. Il y a effectivement... Le PPE a perdu des sièges, mais reste le groupe le plus important. Les sociaux-démocrates sont encore là. Là où il y aura le plus d'évolution, c'est effectivement le groupe qui s'appelle ADLE avec l'arrivée d'En Marche, qui fait déjà aussi des yeux doux à certains sociaux-démocrates. Ils ont même commencé déjà à faire les yeux doux aux Verts, mais les Verts n'ont pas beaucoup changé. Là, on l'a déjà évoqué, est-ce que vraiment il y aura une recomposition des 3 groupes situés à la droite du PPE? On va voir, mais... C'est un fonctionnement tellement différent au niveau du Parlement que même si au niveau national on voit des énormes fractures, la fameuse France périphérique et la France des villes, comme on a vu d'ailleurs avant l'Angleterre du Brexit et le Royaume-Uni qui voulait rester, on a ça dans d'autres pays, mais au Parlement européen le fonctionnement est différent. Il y aura de toute façon des coalitions et il faut aussi savoir que au sein de ces groupes, il y a aussi des divisions internes. Donc même s'il y a des fractures que l'on voit dans les résultats électoraux, on ne les verra pas forcément ensuite dans le fonctionnement du Parlement jusqu'à 2024. Éric-André Martin. Oui, merci. Oui, je voudrais juste faire un point sur un peu d'arithmétique. Parce qu'il y a 751 députés et il faut obtenir une majorité. Donc, c'est la moitié plus 1. Donc, vous regardez quand vous faites l'addition des chiffres qu'on voit ici pour le PPE ou le SED, AE2 n'y arrive pas. Et ensuite, quand vous allez au-delà, vous voyez qu'il faudrait être au moins 3 pour pouvoir constituer une majorité. Donc ça veut dire que la tâche va être importante en termes de négociation pour pouvoir sécuriser autour d'un programme et d'un certain nombre de personnalités une structure qui permette de fonctionner sur la durée de la législature. Donc là, il y a un vrai défi.
Pardon, Patrick. Oui, je suis d'accord avec vous sur l'arithmétique, mais vous savez que la politique et l'arithmétique, parfois, ça fait un peu deux. C'est-à-dire qu'on voit très bien, lorsqu'on regarde l'hémicycle qui est là sur écran, on voit très bien qu'en réalité, si l'ALDE, le groupe dans lequel où les députés macronistes vont siéger, est le troisième groupe politique, en réalité, la mouvance nationaliste et populiste est quand même la troisième mouvance politique, idéologique. Et on voit bien aujourd'hui que ça va être poreux, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des majorités de compromis, de circonstances, et il n'est pas exclu que sur des thèmes très importants tels que l'immigration, le droit d'asile, etc., il y ait éventuellement des députés conservateurs, notamment M. Orban, qui veut continuer à siéger au PPE, qui rejoignent la mouvance nationaliste. Donc on aura, en quelque sorte, certes, on va rechercher le compromis, mais il y aura des majorités de circonstances sur certains textes. Oui, Frédéric Ancel. Oui, puis l'éclatement d'une part et la polarisation d'autre part autour des, pas seulement, mais notamment autour des extrêmes gauches et des extrêmes droites, devrait, me semble-t-il, risquer d'affaiblir l'Union européenne en termes de questions internationales. Et je pense notamment à une proximité de nombreux députés ou futurs députés européens, tout à fait assumés d'ailleurs vis-à-vis de la Russie d'une part, d'autre part sur les questions méditerranéennes, bien sûr sur l'immigration, sur les questions liées à la Turquie ou au Moyen-Orient. Et là, je pense que par une espèce de faux paradoxe, on va arriver à un accroissement des pouvoirs qui sont déjà très importants évidemment, des prérogatives en matière d'affaires étrangères, au fond des chefs d'État et de gouvernement. Il va être extrêmement compliqué avec un tel Parlement de pouvoir faire avancer l'Union européenne de manière cohérente sur les grands dossiers de demain. J'en ai oublié un, je le dis, la Chine. La pénétration beaucoup plus rapide que prévu, pour l'instant sur le plan économique seulement, de la Chine, notamment en Méditerranée, il va bien falloir y répondre. Avec un tel Parlement, je ne sais pas si ça ne va pas être plus compliqué qu'autrefois. Allez, et donc finalement, pour compléter ce propos, ça revient presque à une victoire idéologique de l'extrême droite, puisque c'était le souhait très fort de l'extrême droite et de gens comme Orban, du droit et justice en Pologne, de revenir à cette Europe des nations. Et c'est même le souhait de certains membres de la droite parlementaire française. Donc c'est là la vraie difficulté. C'est que finalement, on va se retrouver, une question va se poser à l'Union européenne, c'est quelle Union européenne on veut, et ça n'a pas été tranché par ces élections, parce que le débat de la campagne a été très centré sur des questions migratoires. Il n'y a pas eu vraiment de débat sur la construction européenne. Or, c'était ça le véritable enjeu de ces élections. Et ça risque de se traduire par un affaiblissement de l'Union européenne, mais par défaut, et non par véritable volonté politique. Virginie Gournaud. Oui, je voudrais intervenir sur cette question d'immigration. C'est intéressant. Oui, bien sûr, c'est dans la campagne. C'est vraiment le clivage... la question qui anime ce nouveau clivage, on va dire, extrême droite d'un côté, et puis plutôt, on va dire, les libéraux et les verts. Mais sur cette question-là, il faut savoir que le Parlement, qui vient donc d'achever sa mandature, a réussi à trouver un accord, à voter à de très larges majorités la réforme du système d'asile et de Dublin. C'est au Conseil européen qu'il y a eu des dissensions. C'est au Conseil européen que Orban a dit non. Donc mais il faut se rappeler que le Parlement européen a bien fait son travail, j'ai envie de dire, et ça a été bloqué ensuite au Conseil. Donc c'était pas une question de fragmentation. Ils ont réussi à avancer sur ces questions. Et pour finir là-dessus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors d'une conférence, sa première et dernière conférence de presse, le président de la République vous a dit qu'il voulait réformer Schengen pour faire un petit Schengen, pour revenir au Schengen des années 90. Donc il n'a pas des positions fédéralistes sur tous les sujets. Donc je pense que pour les 5 ans à venir, on va encore parler d'immigration et d'asile en Europe. Ouais. Patrick Martin-Genier, on évoquait justement la bataille aussi qui s'annonce pour Marine Le Pen. On se souvient qu'en 2014, elle avait mis quasiment 1 an pour arriver à constituer un groupe. Et là, on nous dit, on y travaille depuis 2 ans, ça va être beaucoup plus facile que lors des précédentes élections européennes. En tous les cas, c'est ce que disait Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national hier. Vous y croyez ou est-ce que, comme le soulignait Anaïs Wojcicki, justement, ça va être compliqué, notamment avec la position de Viktor Orban ? Mais Viktor Orban a d'ores et déjà dit qu'il ne souhaite pas se rapprocher de Marine Le Pen. Il y a des gens qui sont infréquentables, qui sentent le soufre, excusez-moi l'expression, mais quand on voit le scandale Streicher en Autriche, avec des connivences avec la Russie de Vladimir Poutine, on n'aime pas trop Marine Le Pen parce que ça sent le soufre à cause de son père, etc. Donc on ne souhaite pas se rapprocher de cette famille politique. Et par conséquent, oui, ça va être bien plus facile quand même pour Madame Le Pen de constituer un groupe. Je crois qu'il faut 7 pays, 25 parlementaires. Donc elle avait eu des difficultés en 2014, c'était très dur, puis ensuite le groupe a éclaté parce que les gens sont partis. Oui. Ce sera
plus facile pour elle de constituer un groupe, mais il va être restreint probablement à M. Matteo Salvini, qui rentre en force dans ce Parlement européen, et elle-même, et voir d'autres petits groupes d'extrême droite. Mais comme vous le dites, la droite nationaliste, elle est répartie entre trois, enfin nationaliste europhobes en quelque sorte, eurosceptique, elle est répartie en 3 groupes politiques, et il n'est pas certain, bon par exemple le parti du Brexit va aller au parti de la démocratie directe, et puis tandis que les conservateurs britanniques, tant qu'ils sont là, les quelques-uns iront dans un autre groupe, et par conséquent, cette droite europhobe en quelque sorte va être éclatée. Mais il y aura bien un groupe d'extrême droite au Parlement européen. S'agissant de M. Orban, il souhaite rester au PPE, et donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Allez, Gilles, Frédéric Ancel. Alors, si on peut compléter, il y a eu une rencontre entre les nationalistes à Milan il y a quelque temps, et on sait déjà que constituer un groupe sera beaucoup plus facile pour eux. Il y a eu des engagements, donc on sait que la Ligue plus le Rassemblement national, c'est une 50aine d'élus. On sait qu'on aura le FPE, le Vlaams-Belang, le Parti de la Liberté aux Pays-Bas, a priori n'aura pas d'élus, mais l'AfD devrait s'engager auprès de ce groupe, les vrais Finlandais également, l'extrême droite tchèque. Donc contrairement à 2014, ils sont assurés d'avoir des élus dans 7 pays différents. Par contre, ils n'auront pas de grands partis comme le PiS ou le Fidesz. Ils souhaitent rester au parti. Qui ne souhaitent pas s'allier pour des raisons historiques et de stratégie. Frédéric Ancel. Et faut-il savoir, le mot a été lâché, raison historique. Et faut-il savoir si ces extrêmes droites, qui sont parfois extraordinairement différentes les unes des autres, avec des stratégies différentes, mais surtout des références historiques, politiques, tout à fait différentes, réussiront à s'entendre sur les grands thèmes. Tout à l'heure, on a évoqué l'immigration. Une partie de ces extrêmes droites affichent des propos et des personnages tout à fait caractéristiques de l'extrême droite des années 30. C'est vrai notamment en Europe orientale, je pense à la Roumanie, à la Hongrie, parfois à la Pologne, et d'autres extrêmes droites, plutôt en Europe occidentale, je schématise, entretiennent plutôt un rapport extrêmement difficile, le mot est faible, vis-à-vis de l'islam, par exemple. Bon, donc on a bien vu d'ailleurs ces dernières années que des députés qui se trouvaient effectivement dans ce groupe n'étaient pas d'accord entre eux et ne votaient pas de la même manière. Oui, finalement, le transfert d'idées, je voulais insister sur le fait qu'effectivement, il y a de grandes différences programmatiques sur beaucoup d'aspects. Par exemple, si on prend l'AfD est issue aussi, contient dans ses rangs beaucoup de membres issus de l'initiative Pro-DM à l'époque, qui était un parti anti-euro. Donc ils sont très à cheval sur les questions de rigueur budgétaire. Et si on dépense, c'est chacun prend les responsabilités de ses dépenses. Donc il y aura... On voit bien par rapport au programme mis en œuvre par la Ligue, il y a de grandes différences d'approche et il n'y aura pas de solidarité. On voit aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur la question l'Europe dans le monde, le positionnement face à certaines grandes puissances, que ce soit la Chine, on voit que l'Italie a rejoint l'initiative des routes de la soie. Il y a aussi... Du côté de l'Europe de l'Est, je pense à la Pologne, une vraie alliance avec les États-Unis qui jouera toujours et qui disons de manière négative sur les projets européens. Donc il y a beaucoup de choses qui séparent tous ces partis, même si le positionnement politique les rapproche dans un ensemble. Mais lorsqu'il faudra au cas par cas prendre des décisions, il y aura beaucoup de divergences. On parlait de cette fragmentation, ça va aussi avoir des incidences bien sûr sur la répartition des postes clés au sein des commissions et sur la présidence justement de la commission. Ah oui, et ça c'était toute la difficulté. Vous savez que plus au Parlement européen vous êtes nombreux, plus vous avez des moyens politique, budgétaire, et notamment, on va voir quelle est la force de cette mouvance nationaliste, quand même très importante au sein de ce Parlement, indépendamment de la formation des groupes, naturellement. Est-ce que le Rassemblement national, le groupe de l'Europe et des libertés, l'ensemble des nationalistes vont pouvoir obtenir une présidence de commission, éventuellement une vice-présidence du Parlement européen? C'est toute la difficulté. Ils souhaitaient grignoter du pouvoir. C'est l'objectif, effectivement, de cette mouvance. Est-ce que les socialistes et les démocrates chrétiens vont se coaliser pour éviter que cette mouvance européenne et xénophobe remportent des postes au sein du Parlement européen? Ce sera toute la problématique, la répartition des postes et des pouvoirs au niveau du Parlement européen. Plus vous avez un groupe important, plus vous avez des moyens également budgétaires en termes d'assistants, en termes de moyens.
Valérie Gredon, pardon, c'est Frédéric Ancel. Alors, il faut quand même voir dans la dernière mandature que, par exemple, le Front National et son groupe n'ont pas fait grand-chose. Ils ne sont pas impliqués. Ils sont écartés. Et là, au Parlement européen, effectivement, ce qui est important, c'est évidemment le bureau du Parlement et la présidence, les trilogues, du coup, avec la Commission et le Conseil, mais aussi être rapporteur, être dans des commissions, travailler. Voilà, on travaille énormément au Parlement européen. Et ces partis d'extrême droite, ils viennent dans les séances plénières pour faire des grands discours, mais ils ne travaillent pas, en fait. Donc, c'est une victoire idéologique, c'est clair, et ça peut faire peur quand on se souvient des années 30 ou autres. Mais ensuite, est-ce que ça va vraiment peser sur les décisions qui seront prises par le Parlement ? C'est peu probable. Même si, alors Frédéric Ancel, il y a ce changement aussi de stratégie, justement, de cette alliance européenne des nations. Ils ne veulent plus quitter l'Union européenne, en tous les cas, ils veulent la changer de l'intérieur. Oui, c'est un petit peu l'hommage du vice à la vertu. On a vu d'ailleurs ces dernières semaines une certaine tempérance argumentaire chez un certain nombre de leaders d'extrême droite européens vis-à-vis de l'Europe. Et puis, alors, je ne voudrais pas être provocateur, mais que va-t-il se passer si l'extrême droite, la vraie extrême droite, commence à travailler ? Oui, c'est-à-dire que c'est le paradoxe fondamental de la démocratie. Les gens qui souhaitent l'abattre, en tout cas pour certains d'eux, et en l'occurrence l'Europe, puisqu'ils sont en général, dans la quasi-totalité des cas évidemment, anti-européens, s'ils se mettent de l'intérieur à vouloir la transformer et de manière extrêmement sérieuse, je crains que là, pour le coup, il y ait, par un faux paradoxe, un vrai risque sur l'avenir de l'Union européenne. Alors avant de continuer ce débat, justement, on va faire un détour par Bruxelles où Alexandre Poussard, notre journaliste, est sur place. On parlait justement de ces alliances. On va voir comment Emmanuel Macron va essayer de peser dans les négociations au niveau européen. Avec vous, Alexandre. L'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est d'utiliser le groupe des libéraux au Parlement européen, troisième groupe politique de cet hémicycle avec 15% des sièges et un groupe désormais indispensable pour offrir une majorité aux deux principales forces politiques de ce Parlement, la droite modérée du Parti populaire européen et le groupe des sociaux-démocrates. Alors ce groupe des libéraux va accueillir notamment les députés français de la République En Marche et il devrait jouer le rôle d'arbitre des débats ici au Parlement européen. Alors Emmanuel Macron espère utiliser ce groupe des libéraux pour créer un mouvement progressiste influent en Europe et notamment allié au groupe des sociaux-démocrates et aux Verts du Parlement européen. Le problème, c'est que ces deux formations politiques regardent d'un œil méfiant une future alliance progressiste pilotée par Emmanuel Macron. Écoutez le député social-démocrate belge Marc Tarabella. Emmanuel Macron n'est pas un vrai progressiste. Il n'est pas quelqu'un de gauche. Il le fait croire. D'ailleurs, il va s'arrimer avec le groupe libéral, qui est aujourd'hui le groupe qui, parmi les groupes de droite, encourage le dumping social, ne lutte pas contre, ne veut pas d'harmonisation fiscale. Et donc, il faut arrêter que des dirigeants de gauche aillent s'arrimer avec des partis de droite ou de centre-droit, comme l'ont peut-être fait jadis, ou l'ont prôné jadis des gens comme Tony Blair, Gerhard Schröder, Matteo Renzi, et aujourd'hui peut-être Sanchez, et ça me désole parce que quand quelqu'un gagne à gauche, il va s'arrimer avec des gens de centre droit et il perturbe l'électorat qui finalement encourage cet électorat à voter de plus en plus à droite et à l'extrême droite. La gauche doit redevenir la force qui est perçue comme étant protectrice des citoyens. On n'est plus perçu comme cela aujourd'hui et on doit plutôt faire alliance avec les Verts. Voilà, le jeu des alliances n'est pas encore gagné pour Emmanuel Macron, mais en tout cas, le président français va tout faire pour imposer ses candidats au poste clé des institutions européennes. Et la première cible, c'est le poste de président de la Commission européenne. On sait que le nom du français Michel Barnier fait partie des favoris pour succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. Michel Barnier a le mérite d'être un homme d'expérience et de droite modérée qui pourrait satisfaire les intérêts politiques d'Emmanuel Macron sur le plan européen. Merci Alexandre. Un petit mot de conclusion justement avec vous, Anaïs Wajils. On voit justement cette répartition des postes clés. Ça sera scruté, prochaine étape décisive, notamment pour Emmanuel Macron. Oui, il va falloir scruter ça. Alors, bon, pour le moment, je ne pense pas que l'extrême droite va arriver à avoir beaucoup de postes. Ce qui va être intéressant de voir, c'est comment ça va bouger aussi aux échelles nationales, puisque les commissaires sont quand même élus, sont plus ou moins poussés par les États membres. Mais je voulais juste revenir sur ce qui a été dit précédemment. Même s'ils ne siègent pas, ce qu'il faut se dire, c'est que le Parlement européen offre du personnel politique qu'aujourd'hui ces partis n'ont pas. Et donc ça leur donne les moyens pour les futures campagnes. Et c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que en fait, elles sont historiques, ces élections, pour la question qu'elles posent à l'Union européenne, mais elles sont un pas de plus vers la domination de ces partis
en tout cas idéologique. Eh bien, merci. Merci à tous les 5 d'être venus sur le plateau de Public Sénat pour justement nous aider à comprendre les enjeux de ces élections européennes. On en vient à présent à l'actualité du Sénat avec l'examen du projet de loi pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. En commission, la Haute Assemblée a profondément modifié le texte. Adrien Develay. Une loi d'exception pour rebâtir Notre-Dame, les sénateurs n'en veulent pas. Le projet de loi qui est discuté au Sénat prévoit notamment au travers de son article 9 de déroger à certaines règles d'urbanisme. Le gouvernement se justifie par la nécessité de gagner du temps pour reconstruire rapidement le monument. Il ne faut pas qu'on se mente. On sait tous qu'il y a un certain nombre de règles. Enfin, comme tout système législatif, comme toute réglementation, il y a des choses qui sont pas forcément idéales, notamment les procédures, et qui sont parfois des freins à toutes les restaurations. Dès le lendemain de l'incendie, le président Emmanuel Macron avait annoncé vouloir rebâtir Notre-Dame en 5 ans, ne pas respecter les règles pour gagner du temps, un argument que la commission de la culture du Sénat n'entend pas. Le ministère de la Culture a à sa disposition tous les outils pour justement faire face à ce type d'événement. On sent, si vous voulez, qu'il y a la volonté d'une geste présidentielle à cette occasion, d'où cette loi d'exception et d'où la position du Sénat. Alors même que nous n'avons pas de diagnostic encore, ne nous précipitons pas pour fixer un calendrier dans le temps. En plus de la suppression de l'article 9, la commission a voté la création d'un établissement public en charge de l'expertise et des travaux. Pour les sénateurs, le chantier de Notre-Dame se doit d'être exemplaire, quitte à ne pas respecter les délais fixés par le gouvernement. Et on retourne à la salle des conférences pour une réaction avec vous, Saveria Rojek, avec le sénateur socialiste de Paris, David Assouline. Bonjour David Assouline, on vient de le voir dans ce sujet, les sénateurs sont plutôt assez opposés à cette loi d'exception en ce qui concerne la reconstruction de la cathédrale. À votre sens, faut-il ou non s'affranchir des règles, des normes ? Non, justement, on ne s'oppose pas à une loi en général, mais on s'oppose à un dispositif dérogatoire qui fait que cette loi, au lieu d'être exceptionnelle, ce qui est bien, devient une loi d'exception. On ne peut pas demander dans un article, l'article 9, que la Commission a supprimé, avec le soutien de quasiment toutes les parties, de toutes ces règles qui ont été patiemment construites pour préserver l'environnement, pour préserver l'urbanisme, pour préserver le patrimoine, et qui, certes, peuvent être boostées dans l'application. On peut faire en sorte que les lenteurs soient enrayées et qu'on dynamise tout ça. Mais on ne peut pas dire qu'on va déroger à toutes ces règles. On peut venir dire ces règles ne sont pas bonnes, on les change. David Assouline, on peut entendre néanmoins le gouvernement qui dit vouloir gagner du temps, qui dit vouloir aller vite sur un projet si symbolique. Mais il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que les architectes nous disent qu'on peut réouvrir, sécuriser, permettre le culte d'ici 5 ans. Mais le chantier de rénovation, vu la destruction, bien entendu, sera plus long. L'ensemble du chantier durera plus longtemps. Donc, on peut aller vite, mais on ne déroge pas aux règles. Parce que ça serait vraiment attenter à l'autorité même de l'État. Dans toute la France, il y a des restaurations, des rénovations à faire. Pour finir, vous pensez que ce caractère dérogatoire, justement, il peut mettre en péril d'autres reconstructions à l'avenir ? Mais bien sûr, pourquoi voulez-vous que tous ceux qui, tous les jours, doivent restaurer, etc., et aimeraient que ça aille plus vite, qu'on ne respecte pas telle ou telle règle, telle procédure, tel délai, ils demanderont des dérogations. On leur dira non, c'était juste pour Notre-Dame. Donc aujourd'hui, on peut utiliser des moyens d'urgence. On l'a fait pour la Tour Eiffel, la ville de Paris l'a fait, et ce n'est pas la peine de créer un précédent pour Fait du Prince. Le président a voulu, donc on lui donne tous les pouvoirs pour une restauration. Pas la peine de créer un précédent pour Fait du Prince. Merci beaucoup, David Assouline. Merci pour cette réaction. Au revoir. Merci à vous, Saveria. Et justement, on va le voir maintenant avec vous, Quentin Calmet. Comment se sont déroulées les discussions dans l'hémicycle ? Elles ont commencé cet après-midi à 16h. Voilà, elles sont en cours. La discussion générale est terminée. Vous savez, cette introduction avec chaque groupe qui prend la parole. Mais déjà, à l'occasion de cette discussion générale, beaucoup ont rappelé leur émotion gigantesque, je cite, avec ces flammes de l'incendie de Notre-Dame qui ont recouvert les clivages politiques. Pas mal donc de poésie, de
lyrisme et de citations de Victor Hugo aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat, avec par exemple cette sénatrice qui, portée par ce lyrisme, eh bien, a dit « Le temps de Notre-Dame n'est pas le nôtre et nul ne peut être plus grand ni plus rapide qu'une cathédrale ». Mais donc, au-delà de ce lyrisme, vous le disiez, les sénateurs en majorité ne sont pas d'accord avec l'article 9 dont on parlait dans le reportage d'Adrien Develay. Effectivement, écoutez par exemple Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, qui s'est exprimé tout à l'heure. Vouloir reconstruire Notre-Dame, plus belle encore, pour reprendre les mots du président de la République, c'est, pardonnez-moi, faire preuve d'une ambition qui confine à la prétention. L'un des grands travers de notre époque, mes chers collègues, c'est son arrogance. Elle se croit supérieure aux précédentes. Elle ne voit pas dans celles qui l'ont précédée, ou elle ne voit dans celles qui l'ont précédée qu'un passé à dépasser, un passé à surpasser. Mais le ministre s'est défendu de toute confusion entre vitesse et précipitation. Écoutez-le, Franck Riester, tout à l'heure dans l'hémicycle. Nous sommes face à une situation exceptionnelle. Le chantier qui s'annonce est ambitieux et unique. Pour le mener au mieux, nous voulons nous donner la possibilité d'assouplir certaines dispositions, essentiellement de procédure. Mais il va de soi que les assouplissements aux législations en vigueur seront strictement proportionnés aux besoins du chantier. Il n'est pas question de se servir de la restauration de Notre-Dame de Paris pour piétiner le droit français et européen du patrimoine, de l'environnement ou de l'urbanisme. Cela n'a bien évidemment jamais été l'intention du gouvernement. Et donc vous voyez Delphine, il n'en fallait pas plus pour voir un retour entre les classiques et les modernes, comme autour de la pièce d'Hernani de Victor Hugo en 1830, une référence là encore citée à plusieurs reprises dans l'hémicycle, mais dont se défendent à la fois à la droite et à la gauche de l'hémicycle les sénateurs. Une certitude, que ce soit sur la droite ou au centre, on ne veut pas du geste architectural d'Emmanuel Macron pour la flèche de Notre-Dame. Voilà, les travaux se poursuivent cet après-midi. Merci beaucoup Quentin pour toutes vos explications pleines de lyrisme. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain 16h30. Caché du petit écran. On va ouvrir les archives de l'INA, les dossiers de l'écran, apostrophe, l'INA.
à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont on va plus loin. OVPL spéciale européenne ce soir avec un grand débat centré sur les enseignements nationaux du scrutin. Chez LR, on est sonné, le parti convoque son bureau politique ce soir. Chez les Verts, c'est l'euphorie, mais on cherche déjà à transformer l'essai pour les échéances françaises à venir. Quant au duel RN-LREM, il a bien eu lieu, à peine 1 point d'écart dans les résultats définitifs. Match nul, dit-on, chez les marcheurs. Du coup, pas de changement de cap, pas même de remaniement en vue. Est-ce une erreur ? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Éric Scholl à Frédéric Pons. Cette fois, nous irons au-delà de nos frontières. Pousser des Verts en Allemagne, Salvini en tête en Italie, Orban grand vainqueur en Hongrie. Les socialistes résistent et l'emportent en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas. L'Europe pourra-t-elle fonctionner avec un Parlement aussi morcelé ? Analyse et débat dans 10 minutes. Mais avant d'entrer dans le détail des résultats et des alliances, on va prendre du recul sur cette élection et puis on va se projeter. Quels enseignements faut-il en tirer pour l'avenir de l'Europe ? On posera la question à notre invité dans l'entretien ce soir, Pascal Lamy, ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce et ancien commissaire européen. Mais d'abord, mise en perspective historique des résultats de cette nuit, c'est avec Flora Sauvage. Jamais le nombre de sièges attribués à la gauche et à la droite n'ont été aussi faibles lors d'un scrutin européen. Jadis habitués aux premières places, le Parti socialiste et la droite républicaine sont relégués au rang de quasi-figurants, loin derrière la République en marche et le Rassemblement national. Les scores de dimanche soir ont confirmé